un stade olympique que vous connaissez, BIMPE, sur un espace de 280 hectares. Et dans une zone qui est la zone nord autour d'Anyama, qui est une zone en développement. Aujourd'hui, quand on regarde la ville d'Abidjan, nous avons 3 axes d'urbanisation. Nous avons à l'est, côté Bassam, nous avons un front d'urbanisation qui se fait là-bas, qui est pratiquement, je peux dire, totalement bouclé, puisque nous avons une sorte de conurbation qui s'écrit depuis Port-Boué jusqu'à Bonois. Donc c'est un front d'urbanisation qui est très important, qui a besoin aussi également d'un regard particulier compte tenu des problèmes fonciers qui s'y trouvent. Nous avons un autre front qui est à l'ouest, côté Songon, qui est également en train d'être bâti, qui est important, qui se bâtit beaucoup plus sur la base de lotissement. Et un autre front qui est aujourd'hui en cours, c'est le front nord, à Nyama, à Bobo, à Zaguié. Et pour nous, le fait d'avoir réalisé le stade olympique dans cette zone était pour nous l'occasion, une opportunité de créer un nouveau pôle urbain autour de ce stade à vocation sportive. Donc, nous avons proposé un aménagement autour de ce stade-là avec un certain nombre d'infrastructures sportives qui devaient accompagner ce stade. L'objectif, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire demain de pouvoir candidater à la réalisation d'infrastructures, à la réalisation de manifestations sportives de grande ampleur. Donc, autour de ce stade, nous avons proposé des infrastructures sportives nouvelles, des arénas, des piscines olympiques. Mais ce qui est important, c'est qu'autour, nous avons voulu créer un pôle urbain en y ajoutant de l'habitat, de la vie, de l'administration, des écoles, pour créer une sorte de, je peux dire, de ville nouvelle, pour montrer que le développement par lotissement successif ne nous permet pas de créer une ville, de développer une ville comme Abidjan, de la moderniser et de la rendre, de donner à cette ville-là un développement durable. Donc, il était beau pour nous de montrer qu'on était capable de créer dans la périphérie d'Abidjan des pôles urbains modernes qui adressent l'ensemble des problématiques de développement. Donc, c'est un exemple que nous avons voulu ainsi proposer. Donc, vous voyez ici le plan. Nous avons le stade qui est l'élément central. Et tout autour, nous avons développé tout ce qui est infrastructure sportive et de l'habitat, et de l'hôtellerie, et de l'administration, et des infrastructures de santé. Voilà comment nous voulons concevoir dorénavant la ville d'Abidjan, créer dans la périphérie des pôles pour contrebalancer la trop grande centralité du plateau. Il faudrait que dans les parties nord, est, ouest, il y ait de l'activité pour maintenir les populations sur place, et ça va permettre de réduire efficacement les problématiques de mobilité, les engagements. Les gens vont habiter dans ces zones-là, ils auront toutes les activités là-bas sur place et on n'est pas obligé tous de venir vers le plateau avec ces mouvements pendulaires. C'est un des exemples que nous voulions montrer pour la ville d'Abidjan. Le deuxième exemple que nous voulons montrer, c'est le port sec de Ferké. Également, là-bas, il est question, autour d'une activité économique, de pouvoir développer une ville nouvelle, avec comme élément clé les activités industrielles, logistiques, agro-pastorales. Donc, c'est sur un espace de près de 700 hectares. Au départ, il était question d'y implanter uniquement le port sec, mais l'idée pour nous, c'est que en implantant le port sec, il y a avoir des populations qui allaient y travailler. Donc, il fallait leur apporter des commodités, donc de l'habitat, de l'activité, des activités tertiaires, etc. Donc, de créer des villes nouvelles, des pôles urbains à l'intérieur du pays. Et ça rentre également dans un élément important de notre développement urbain,
c'est de faire de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le développement est, je peux dire, un griffe macrocéphale, c'est-à-dire que tous les investissements urbains se font sur Abidjan. Donc, c'est ça qui amène ces problèmes qu'on a à Abidjan. Tout le monde vient à Abidjan. Abidjan a aujourd'hui 70% des activités économiques. Abrite 70% des activités économiques. Donc, il y a cet exode sur Abidjan qui fait que la population gonfle, les besoins fonciers deviennent importants. Et pour nous, il y a l'opportunité aujourd'hui, c'est de mettre en place une politique d'aménagement du territoire qui puisse permettre de développer la vie de l'intérieur, de créer de nouvelles villes à l'intérieur pour maintenir les populations sur place. Donc voilà un peu le projet qui est conçu. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est pas fini. Donc voilà. Donc en termes d'aménagement, voilà les deux projets que je voulais présenter pour montrer comment nous pourrions mieux prendre en charge les problématiques de développement urbain et faire de ces villes-là des véritables pôles urbains autour de soit d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Je voudrais aussi profiter de l'opportunité pour vous présenter deux outils importants que nous sommes en train de développer pour permettre de mieux apprécier, de mieux prendre en charge, de mieux connaître nos villes. Le premier outil, c'est ce que nous appelons le master plan, c'est Abidjan City Scan 360. C'est un outil que nous avons développé avec Tractebel qui permet, à travers une analyse d'indicateurs urbains, de caractériser la ville. Et là, vous avez ici le résultat que nous avons fait sur Abidjan. Le résultat nous donne quoi? Que à partir des indicateurs que nous avons pu collecter, c'est-à-dire le taux d'accès à l'électricité, à l'eau potable, etc., Abidjan, pour que Abidjan soit une ville durable, résiliente, il aurait fallu qu'elle respecte les 6 axes que nous avons là. C'est-à-dire que ce soit une ville connectée, une ville circulaire, une ville inclusive, une ville attractive, une ville productive et une ville résiliente. Et en utilisant l'ensemble des indicateurs que nous avons pu collecter auprès de l'INS, auprès de sources d'information, et en les analysant dans le cadre d'une application, d'une matrice d'analyse, ça nous a permis de sortir, de caractériser aujourd'hui la ville d'Abidjan et qui nous donne ce résultat. La ville d'Abidjan est une ville pratiquement productive, essentiellement productive. Donc c'est une ville très économique où l'activité économique est prépondérante. C'est une ville également qui a des éléments de résilience et d'inclusivité, mais qui peut être améliorée. C'est une ville également qui a des éléments de circularité, c'est-à-dire que le recyclage de certaines des trucs a commencé, etc., des déchets, etc. Mais c'est pas, il y a encore des progrès à faire à ce niveau, énormément de progrès à faire à ce niveau. Et c'est une ville qui n'est pas, dont l'attractivité est déficitaire. Pourquoi? Parce que la qualité de vie pose un certain nombre de problèmes. On n'a pas beaucoup d'espace verts, on n'a pas beaucoup de parcs, on n'a pas également beaucoup le tourisme n'est pas suffisamment développé, etc. Donc, ce qui fait que la ville est déficitaire, mais c'est des éléments qu'il faut appeler. Je pense que cette analyse permet de nous projeter dans le Stuttgart 2, des éléments qu'on peut utiliser dans la réflexion qui est en cours dans le cadre du Stuttgart 2. Donc, des points sur lesquels il faut se concentrer pour améliorer le développement de la ville d'Abidjan. Donc, il faudrait que les 6 actes-là soient couverts pour montrer que Abidjan est véritablement une ville
qui a un développement durable et qui est une ville résiliente, qui est une ville attractive. Donc c'est une analyse que nous avons faite sur Abidjan. Le deuxième élément, c'est un autre outil d'analyse qui est le scénario de croissance. Et ce scénario, nous l'avons fait à partir du Stuga, également en utilisant un certain nombre d'indicateurs importants. Donc ces indicateurs-là, nous les utilisons, nous les analysons, et avec l'ensemble des projets contenus dans le Stuga, c'est une combinaison d'indicateurs et de projets dans le Stuga qui permet de nous sortir, d'avoir des variables d'entrée et des variables de sortie qui peuvent être la proximité du transport, la proximité des lieux de travail, etc., etc. Donc cette analyse nous a permis de sortir 3 scénarios sur la ville d'Abidjan, en appliquant sur le Stuga 3 scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario du Stuga, c'est-à-dire que l'application de toutes les recommandations du Stuga. Le résultat, c'est qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs de la vision du Stuga de faire une ville densifiée. On va continuer sur l'étalement et une forte consommation foncière. Le deuxième scénario qui apparaît, c'est le Stuga plus la mise en valeur des friches et des espaces vacants. C'est tous ces terrains qui ne sont pas bâtis. Ce scénario nous amène à dire que la consommation foncière sera moindre. Donc, on va aller de plus en plus vers la densification telle que l'a voulu le Stuga. Et c'est un scénario qui peut être assez intéressant. Le dernier scénario, c'est le scénario de la densification autour des axes de transport et des zones d'emploi, le TOD, qui met l'accent surtout sur les zones desservies par les systèmes de transport, bus, bateaux-bus, etc. C'est-à-dire de développer la ville autour de ces systèmes de transport. Ce scénario nous amène à une consommation très négligeable, une consommation foncière très négligeable. Et ça permet, in fine, on aura une ville qui sera beaucoup plus dense, on aura moins d'engorgement dans le système de transport, on aura une meilleure mobilité. Et ce scénario est le scénario idéal qu'il faudra peut-être implémenter dans le Stuga qui va venir. Donc, voilà, grosso modo, les éléments que je voulais partager avec vous cet après-midi pour ouvrir le panel et dire que les villes africaines en matière de résilience doivent opérer de profondes réflexions et faire une adaptation dans la planification et la gestion de leur territoire. C'est sur ces mots que je voulais m'arrêter et me prêter à toutes les questions sur cette présentation. Je vous remercie. Et d'urbanisme de Lomé au Togo, aménagiste DUA, diplômé de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix en province en France. Il est également diplômé de l'Université de technologie de Compiègne, UTC France, en gestion technique du milieu urbain. Du territoire. Monsieur Kwame Alexandre est expert en développement urbain et aménagement du territoire et développement local. Il a une longue expérience en matière de planification urbaine, d'aménagement du territoire et de développement local. Monsieur, cher confrère, Kwame Alexandre, que pouvez-vous nous dire sur le problème des pôles urbains? Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs d'Archibat
et les panélistes. Je voudrais peut-être, après je vais embrancher là-bas, M. Badi a présenté tout à l'heure le développement d'Abidjan et comment le Bénin voit le développement d'Abidjan, pas à travers ce que j'ai compris, et ce qui est intéressant, pas à travers les lotissements. Voilà, parce que en Côte d'Ivoire est beaucoup plus sur Abidjan, et je suis à l'aise de le dire, parce que hier mon ministre l'a dit, je suis à l'aise de le dire, parce que l'on pense que c'est avec le lotissement qu'on va développer, bon, qu'on va planifier la ville d'Abidjan. Non, le lotissement ne pourra pas faire d'Abidjan la belle ville. Tout à l'heure, j'ai entendu que la ville d'Abidjan n'est pas... Peut-être elle était attractive à l'époque, mais elle n'est pas attractive, selon les données. Elle n'est pas attractive parce qu'il y a plusieurs données, il y a plusieurs systèmes urbains qui ne marchent pas. Il y a plusieurs systèmes urbains qui ne marchent pas parce que quand vous êtes dans une localité que vous habitez, pour ceux qui connaissent bien Abidjan, vous habitez Mbaké-Bouaké, je ne sais pas qui s'est construit à partir d'un simple lotissement, parce que nous tous ici, nous connaissons un peu la thématique de lotissement. C'est un opérateur qui se lève ou un villageois qui se lève, il a 50 hectares, c'est du business pour lui, c'est un business pour lui. Il veut vendre sa parcelle, et pour vendre sa parcelle, il vend ça à travers des lots d'habitation. Donc il demande à un urbaniste de lui faire un plan. Mais ce qui est là, c'est qu'il n'y a pas une vision derrière. Il n'y a pas de vision de développement. C'est du marketing. Enfin, pas marketing, c'est du commerce. Il n'y a pas une vision. En revanche, ce que le Bénin tente de faire à la périphérie de la ville d'Abidjan, et d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez que la périphérie d'Abidjan n'est pas bien organisée, parce que tout est fait par des lotissements. À aucun moment, on arrête les opérateurs immobiliers ou bien les détenteurs de droits coutumiers pour dire, attention, nous, on ne veut pas que la ville d'Abidjan évolue à travers des lotissements, arrêtons, pensons pas l'urbain. Et moi, je pense que, et je dis que je suis à l'aise de le dire parce que le ministre l'a dit hier, je pense que ce que le Bénin propose et pense de développer la périphérie d'Abidjan à partir d'un pôle urbain, c'est une très bonne chose. Parce qu'à partir d'un pôle urbain, on a de la vision. On a de la vision. Et donc cette vision va faire que ce qui va être conçu, c'est peser sur quelque chose et les gens pourront bien vivre dans cet endroit. On prend par exemple le stade olympique. Pardon, le stade olympique de BNP. Ce bâti, c'est un ouvrage sportif. Autour de cet ouvrage sportif, on fait quoi? Allons-nous laisser des lotissements, monsieur Y, monsieur Z, monsieur Tan, venir faire des partitions? Ça va être catastrophique. Catastrophique. Donc tout de suite, c'est de penser un pôle urbain. Et d'ailleurs, moi je pense que ce n'est pas seulement autour du stade olympique. Le stade olympique, c'est bien. Mais tout le nord d'Abidjan, effectivement, d'Anyama, pour ceux qui prennent la route d'autres qui vont à Bangourou, qui vont à Zopé, je ne sais pas quand ils passent, ils sont heureux de voir ce paysage mal famé, des constructions, on ne sait même pas si construisent avec des permis. Alors on a l'impression que la ville d'Abidjan s'arrête seulement au plateau, Cocody, Vallon, je ne sais pas quoi, Riviera. Et toute la périphérie, il n'y a pas une pensée. Le Stuttgart ne règle pas tout. Le schéma directeur du Grand Abidjan ne règle pas tout. C'est la grande trame. C'est la grande trame. Et cette grande trame, il doit avoir du détail à l'intérieur. Il doit avoir du détail à l'intérieur. C'est pourquoi, quand le Stuttgart a été fait, très rapidement, l'État de Côte d'Ivoire devrait prendre sur lui de faire les plans de bande de détail. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et on a laissé les détenteurs de droits coutumiers faire un peu leur show en termes de lotissement, etc. Donc, monsieur le modérateur, je pense que notre thématique qui est d'aménager la ville autrement, je pense que c'est la ville ivoirienne. Aménager la ville autrement, en particulier parce que quand on parle, beaucoup plus on se centre sur Abidjan, mais il y a aussi l'intérêt du pays. Réfléchissons global. Réfléchissons global. Réfléchir un développement urbain à partir de simples lotissements comme on connaît chez nous, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Merci, cher confrère Kwame Alexandre, qui
a souhaité qu'il y ait une réflexion globale et prospective sur la ville d'Abidjan. Nous allons passer au prochain panéliste qui est Jérôme Chénal. Jérôme Chénal est architecte et urbaniste, spécialiste des villes africaines. Il est actuellement le directeur du Centre Excellence in Africa de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi que de la CEAT, une unité de recherche en aménagement du territoire et en urbanisme, également à l'EPFL, qui s'intéresse aux questions liées à l'environnement bâti et les aborde dans une perspective multidisciplinaire. Il est l'auteur de nombreuses publications sur les villes africaines, dont la ville ouest africaine, Espace urbain et modèle de planification urbaine, 2014, presse EPFL. Dans ses travaux, il développe l'idée d'une compréhension approfondie des territoires, des dynamiques sociales et urbaines, afin d'identifier les leviers de changement. Cher Jérôme, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je suis ravi d'avoir été invité. Voilà. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Hein? Oui, je parle juste pour que la voix soit un petit peu forte. Je voudrais commencer par une chose, parce que je vois qu'il y a la moyenne d'âge dans la salle est extrêmement basse et ça me ravit vraiment. Il y a plein de jeunes gens qui sont là. Et pour moi, c'est premièrement un ravissement, puisque vous serez ceux qui, à un moment donné, nous mettront dehors. Hein? Tout à fait. Forcément. La vie va comme ça. Et puis, l'autre chose, c'est que on voit toujours globalement la population qui augmente. On oublie de dire que cette population qui augmente, elle se rajeunit aussi incroyablement et qu'à un moment donné, il faudra aussi se questionner sur comment on fait la ville pour les moins de 20 ans et que, et c'était un de mes grands thèmes, on a toujours cette idée un petit peu abstraite d'un homme moyen, hein, qui serait l'habitant des villes. Or, l'habitant des villes, il y a des automobilistes, il y a des piétons, il y a des vieux, il y a des handicapés, il y a des mamans, il y a des gens qui vont marcher, qui vont bouger. Et la ville est faite par toutes ces deux personnes qui sont distinctes. Et sur une seule personne qui serait 50 ans, ayant une grosse voiture, eh bien, on le croit. Et planifier pour ces gens qu'on ne croise jamais, c'est une erreur. Et donc, c'est pour ça que, sur la question de la jeunesse, je pense que dans les réflexions qu'on mène, on doit véritablement se poser la question de qu'est-ce que signifie Abidjan 2030. Alors 2030, c'est demain, donc c'est fini déjà, on y est. Donc 2050, 2060, pour quand les gens qui aujourd'hui ont 20 ans auront 60 ans et ils auront traversé 40 ans d'Abidjan. Qu'est-ce que ça signifie? Et je pense que là, il y a un véritable sujet de réflexion, de recherche. Je vous prends un exemple très rapide. Je viens de Suisse, on fabrique des montres, vous le savez. Il y a un grand propriétaire d'une marque prestigieuse de montres qui expliquait un jour, lui il fait du business, hein. Il doit vendre des montres. Mais il doit vendre des montres dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans pour son business. Et un jour, il a expliqué qu'au début, on voulait les montres les plus grosses et les plus lourdes. Ensuite, on voulait des montres extrêmement légères et fines. Aujourd'hui, les montres, alors que tout le monde regarde l'heure sur son téléphone portable, ce sont des bijoux. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était de savoir, pour quelqu'un qui aujourd'hui a 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça signifie une montre? Pourquoi? Parce que son marché à lui, c'était les jeunes qui seront les futurs acquéreurs de montres dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et pour la ville, de mon point de vue, c'est exactement la même chose. On doit commencer à s'interroger, à voir quelles sont les aspirations des plus jeunes et prendre en compte ces aspirations pour voir vers quel horizon on peut aller. Et donc c'est pour ça que je suis extrêmement ravi et flatté d'avoir autant de jeunes gens dans la salle qui seront les futurs professionnels de l'urbain. Par rapport à ce qui a été dit, je voulais venir sur un petit point deux points pour moi qui sont extrêmement importants.
le Bennett. C'est qu'on a une institution localement qui réfléchit à l'avenir de sa propre ville. Donc ça veut dire que l'expertise, elle existe en Côte d'Ivoire et qu'il faut arrêter de faire recours à de l'expertise internationale à chaque fois. Alors là, je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assise. Parce que vous n'allez plus m'inviter. Mais il n'empêche que c'est une réalité. Voilà. Et moi, je suis ravi quand il y a des outils de simulation, des choses comme ça, qui ont été faites au Bennett. Je suis ravi de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les compétences nécessaires. Alors parfois, il faut un petit peu challenger aussi, hein, parce que ne l'oubliez pas, nul n'est prophète en son pays. D'accord? Donc, l'expertise existe, elle a besoin d'être challengée, ça c'est clair. De temps en temps, vous me faites des répits challenge, mais elle existe. Et ça, c'est extrêmement important et c'est suffisamment rare pour être extrêmement précieux. Et je pense que là, derrière, il faut tirer le fil de ces questions-là, de ces outils que vous êtes en train de mettre en place pour les challenger véritablement, pour les construire et qui deviennent des outils performants pour Abidjan, mais pour les autres villes aussi. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve très peu. Hein. J'ai la chance de voyager dans beaucoup de pays. Bon, des Bennett, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, c'est quelque chose de précieux. Alors, ça peut être le Bennett ou d'autres choses. Hein. Moi, j'ai pas d'action, donc je peux en faire la publicité outre mesure. Mais ça veut dire qu'il y a une expertise à Abidjan sur ces questions-là, et ça, c'est extrêmement important. Troisième chose, parce que je dois un petit peu faire l'avocat du diable. Et donc, pôle urbain versus lotissement, moi, je dis qu'on a besoin des deux. Le lotissement en tant que tel, c'est neutre. C'est parce qu'on les fait mal, ces lotissements. Hein? C'est parce qu'on fait des petits carroyages comme ça, on met des petites routes. Bon, mais on peut faire des beaux lotissements avec des rangées d'arbres qui donnent de l'eau public, avec plein de choses. Voilà. Donc, l'outil lui-même, il n'est pas si mauvais que ça. Par contre, et là je rejoins mes deux collègues, on a besoin de pôle urbain, on a besoin de centralité, et puis ensuite on s'installe autour de ces centralités. Et je pense que, moi je ne jetterai pas le lotissement avec le Dubain, comme on dit, moi je garderai, mais on doit réfléchir aujourd'hui comment, d'un côté, on va faire des pôles urbains, et comment, d'un autre côté, on va continuer à faire du lotissement. Les deux doivent être intégrés dans une vision globale, qui pourrait être porté par un schéma directeur ou d'autres, il existe d'autres types de... Donc voilà, pour moi, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que monsieur Untel, il veut faire son petit lotissement, il demande à son petit voisin qui n'y connaît pas grand-chose, et il faut un lotissement. C'est la qualité même du lotissement qui est à remettre en cause, plus que l'outil lui-même. Et pour moi, c'est deux choses extrêmement différentes, et je pense que... c'est toujours des effets qui, moi je proposerais justement, alors je suis très consensuel parce que je suis suisse, j'ai dit il ne faut pas critiquer trop le lotissement, il ne faut pas faire trop la publicité des pôles urbains, donc on va trouver un consensus entre les deux. Mais il n'empêche que pour moi, on tape régulièrement, on fait la critique des outils, mais en fait ce n'est pas la critique des outils qu'il faut faire, les outils sont neutres. Hein? Les outils sont neutres, c'est la manière dont on les prend et ce qu'on fait avec. Et moi, ce que je proposerais justement pour avancer et pour ne pas jeter totalement l'outil lotissement, c'est de dire comment est-ce que j'arrive à cadrer cette pratique du lotissement et comment je donne des garde-fous pour m'assurer qu'il y a un développement à long terme de la ville, que les superficies en espace public soient suffisantes pour que ça permette un développement. Aujourd'hui, on cherche le plus de parcelles cessibles, parce que forcément, il y a un marché là derrière, et on réduit les routes, on réduit tout. Les espaces publics, n'en parlons pas, ça ne sert à rien. Mais non, c'est le contraire qu'on doit faire. Voilà, dessinons, et j'espère que je fais un peu de prosélytisme, parce qu'il y a l'école d'architecture qui nous écoute. Moi, je rêve de faire, avec des volets d'étudiants, des lotissements. OK. Vous prenez un lotissement et vous faites le meilleur lotissement. Là où la vie plus douce sera la meilleure.
Et on verra si on y arrive. Si vraiment on n'y arrive pas, on jettera l'outil lotissement. Je me suis trompé. Mais pour moi, c'est véritablement la question de pouvoir articuler ces pôles urbains avec quelque chose un petit peu autour, parce qu'on ne va pas tout pouvoir mettre à chaque fois dans les pôles urbains. D'autant plus que l'État n'a pas le contrôle total du foncier, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit composer avec les propriétaires terriens. Bon, composons, mais alors on leur donne des règles. On leur donne des règles très strictes. Et là, je lance un appel aux étudiants, aux écoles, alors des architectes. On doit nous aussi faire la démonstration qu'on est capable de faire de bons lotissements. Hein? Je reprends les circulaires inclusifs, résilients. Voilà. Pourquoi un lotissement ne serait pas circulaire, inclusif, résilient? Il y en avait deux encore. Voilà. Pourquoi pas? Voilà, je m'arrête là parce que je suis très bavard et autrement, je vais prendre tout le temps. Si Jérôme, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Il a insisté sur la ville de demain, la ville pour les moins de 20 ans et les outils qui sont neutres en soi, mais c'est l'utilisation de ces outils-là qui pose problème souvent. Nous allons passer à notre dernier panéliste. Il s'agit du docteur Kwadjo Nda Nguessan, ingénieur civil, architecte, docteur en sciences appliquées de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il exerce depuis 1979 en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ses compétences dans les divers champs de spécialité des métiers d'architecte et d'urbanisme, expert international, architecte libéral, urbaniste libéral, chercheur, puis directeur de programme de recherche. Dr Kwadjo Nda Nguessan a également été directeur général de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme pendant plus de 15 ans. Il a formé un grand nombre de cadres africains des pays francophones, lusophones et hispanophones en architecture et en urbanisme et également en gestion urbaine. Docteur, vous avez la parole. Merci, cher confrère. Je crois que tout ce que tu as dit est bien, mais tu as oublié de dire que je suis à fond de carrière. Donc, c'est ma responsabilité de poser les vraies questions maintenant pour que les confrères plus jeunes et nos étudiants puissent en prendre note et les traiter pour leur temps de vie. Alors, j'ai bien écouté, merci Badier, pour nous avoir fait partager tout ce travail d'expertise, et mon frère Alexandre, j'ai bien écouté M. Chenal, mais moi je me pose des questions. Franchement, je me pose des vraies questions. Abidjan a tellement été étudié. Franchement, si on fait le bilan des études, des recherches, des projets sur Abidjan, à la limite, on n'a même pas besoin de refaire de nouvelles, il suffit de tirer la substantifique moelle de ce qui existe déjà. Et une grande partie, justement, on le doit au BNET, à l'atelier d'urbanisme de la région d'Abidjan et tout ça. Mais la question n'est pas là, la question n'est pas de traiter Abidjan. La question est de aménager autrement la ville, c'est-à-dire toutes les villes de Côte d'Ivoire et peut-être au-delà. Aménager, moi je dirais même concevoir autrement en tant qu'urbaniste, concevoir, penser autrement la ville. Alors si je pose la question sous cet angle, pour nous, Africains, sans exclure nos partenaires extérieurs, il y a deux types de projets. Et il faut qu'on y arrive. Le premier type de projet, c'est la création de villes nouvelles. La trame urbaine d'Abidjan, je peux dire que, comme on le dit, elle est macrocéphale ou presque, parce qu'il y a Saint-Pédro aussi qui est en train de grandir, à Abidjan, tout tire vers ces deux pôles maintenant. Même Boaké, qui était un peu une ville d'équilibre, qui arrêtait les migrations du rural à l'urbain et transfrontier, Boaké n'a plus de rôle à jouer, Daloa un peu moins. Et donc, il faut penser maintenant équilibre régional. Et c'est à cela que le SDUGA qui a été fait nous donne quelques pistes. Et si je me souviens bien, quand présenté aux architectes, à l'ordre des architectes par M. Sérifel,
il y avait 7 hypothèses de projet. Nous en avons discuté 2, dont celui des villes satellites autour d'Abidjan. Alors, moi je pose la question, qu'en est-il? C'est abandonné? C'était une piste intéressante pour décongestionner Abidjan et éviter cet étalement d'Abidjan à l'infini. Alors j'en profite pour donner une réponse à M. Chénal sur le lotissement. Si M. Kwame Alexandre a dit que ce n'est pas la manière d'aménager la ville, c'est parce que les lotissements successifs et sans corrélation sont à la source de l'étalement urbain de la ville exagérée qui, en retour, provoque les difficultés de mobilité urbaine, de gestion urbaine, d'accès à l'électricité, à l'eau. C'est pour ça. Sinon, l'art du lotissement, c'est un art. Le lotissement, c'est un travail qui, en principe, est fait à la fois avec des architectes, des urbanistes, des ingénieurs. Ce n'est pas simplement un simple découpage parcellaire. Là, je vous suis, M. Chénal. On peut faire un lotissement qui est vraiment un lotissement professionnel, qui permet aux gens de vivre. Et là, je suis en retard, mais si j'avais été là, j'aurais peut-être développé ma manière de penser, c'est-à-dire les quartiers doivent devenir maintenant quasi autonomes et solidaires. Par, disons, ce que les architectes, les urbanistes vont proposer, des relations de proximité. Des relations de proximité, on parle de mixité, des relations de proximité où le travail n'est pas loin de la résidence, où les loisirs ne sont pas loin de la résidence, où la charte d'Athènes est ramenée à l'échelle du quartier. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans mon quartier maintenant, le jardin là. Tous les emplois du plateau sont en train de se déverser sur la rue des Jardins. Les résidences, il y a même des universités qui sont en train de se créer dans les résidences qui sont là-bas. Je crois que c'est vraiment dans ce sens que nous devons maintenant réfléchir. Abidjan est invivable. C'est vrai, les critères, les axes de productivité, Abidjan est une ville productive, ça c'est clair. Mais c'est son problème, c'est son malheur. Pourquoi? Parce que, comme disait un urbaniste français, la ville, ce n'est pas un phénomène territorial, c'est un phénomène économique. Les agglomérations se construisent sur les lieux d'emploi. C'est à la recherche d'emploi que viennent les migrants. Et tant qu'ils ont de l'emploi, tant que la ville est productive, la ville continue d'appeler de la population. La population a besoin de logements. Donc les quartiers d'habitat se forment. C'est le problème d'Abidjan. Il est trop productif. Il attire trop, au-delà même de ses capacités d'accueil. Donc je pense que ça, c'est un problème important pour les professionnels. Comment faire pour que Abidjan ne s'étale pas à l'infini et qu'on revienne à une certaine qualité de vie perdue, parce que la taille optimale est dépassée. Le deuxième projet que, en tant que professionnel, moi je propose, c'est le projet de création de villes nouvelles. Oui, ça c'est un bon projet. Et on ne va pas y couper, il faut y arriver. Parce que si on gère des dynamiques urbaines qui datent depuis l'époque coloniale, Abidjan, en fait on continue à Abidjan parce que c'était là, depuis créé par la colonisation. Mais San Pedro est une ville nouvelle créée par l'État de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est une nouvelle créée par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous voyons au Sénégal, il y a cette tendance. Alors nous, architectes, urbanistes, ingénieurs de voirie, d'assainissement, il nous faut penser maintenant à abandonner tout cet héritage difficile à gérer et dire, tirant le son de l'expérience de vie dans ces villes comme Abidjan, Boaké, San Pedro et tout, qu'est-ce qu'on peut proposer aux politiques pour installer un nouveau mode de vie en ville? Le mode de vie doit subir une mutation. On ne peut pas continuer avec des constructions pavillonnaires à l'infini, donc les fameux lotissements qui étalent la ville. Il faut changer la manière d'habiter. Donc il faut changer le mode de vie, au moins progressivement. Je crois que ces expériences ont été tentées par la Sikoji ou d'autres, ou des plateaux avec les premiers immeubles d'habitation à hauteur. Mais il y a eu des critiques.
Du coup, on a tout abandonné, on revient maintenant toujours aux constructions pavillonnaires. Non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je pense que nous devons réfléchir à convaincre les populations urbaines, celles qui sont vraiment habitantes, à changer leur mode de vie. On ne peut pas avoir chacun 400 mètres carrés, 600 mètres carrés avec des enfants et puis on est là. Et nous sommes combien? 5 millions d'habitants, maintenant 6 millions d'habitants pour une ville qui devait en accueillir peut-être 500 000 ou 700 000. Et tout ce qui est dangereux, tout l'espace rural qui produit pour nourrir la ville, qui va la nourrir si la ville s'étale comme ça, comme un drap, sur tout l'espace rural. Donc, M. Badier, je pense que là aussi, ce sont des sujets qui peuvent être portés par l'ordre des architectes, par l'ordre des urbanistes, par l'association des ingénieurs. Quelle ville nouvelle, avec des principes nouveaux adaptés à nos modes de vie? Quel mode de vie il faut adopter pour pouvoir maîtriser la croissance urbaine? Je pense qu'on a encore du territoire en Côte d'Ivoire. Quand vous quittez Abidjan, que vous allez à Yamoussoukro, on a l'impression qu'il y a des no man's land partout. C'est vide, c'est que de la verdure. Mais il y a des principes pour créer des villes nouvelles. Vous ne pouvez pas créer une ville nouvelle à moins de 50 km d'une autre ville. Vous risquez la conurbation, c'est-à-dire avec la croissance urbaine, les deux villes se toucheraient. C'est le cas en Belgique. Moi, je suis belge d'adoption. Parce que toutes les villes se touchent là-bas. Hein. C'est un petit pays. Et vous quittez une ville par le train, vous arrivez dans l'autre, vous ne savez pas que vous allez changer de ville. Je pense que vraiment, si on a quelque chose à apporter pour les générations futures, c'est commencer à poser les principes de base d'un nouveau type de ville. Et là, je dis aussi aux urbanistes, dont je suis membre, l'urbanisme, ce n'est pas s'asseoir, dessiner des zonages, des schémas de slow. L'urbanisme, c'est préparer le sol à l'occupation de l'homme. Donc, vous avez besoin de l'architecte. Vous avez besoin des ingénieurs. Moi, je rêve d'équipes de production d'aménagement urbain qui comprennent les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, qui travaillent en parfaite symbiose. Et je crois que les grands bureaux d'aménagement dans les grands pays fonctionnent comme ça. Voilà ce que je voulais dire pour compléter, puisque je suis venu en retard, je m'en excuse. Merci, docteur, qui a parlé d'équilibre régional. Il s'est posé deux questions fondamentales. Comment endiguer l'étalement urbain à Abidjan et quelle ville nouvelle avec des principes nouveaux adaptés à nos modes de vie? C'est l'intervention du dernier panéliste. Je vais, sans autres formes de transition, donner la parole au public pour recueillir quelques commentaires, quelques avis. Et il y a un doigt qui est celle ou celui du vice-président. Bon, est-ce qu'il y a... Oui, monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question. Est-ce qu'il y a un micro? D'accord, d'accord. Donc, une dernière intervention avant de donner la parole au public. Voilà, docteur Ndel l'a dit tout à l'heure, je voulais rassurer mon voisin. Le lotissement, ça fait partie de nos outils de planification urbaine. Mais c'est sa conception. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays, sur une aire urbaine, où il n'y a que le lotissement qui est le mode privilégié d'extension de la ville, ça pose problème. Et lorsque ce lotissement, l'assiette foncière, c'est une collectivité qui l'a, et je dis, ce qui se trouve derrière, c'est du business. Et donc, quand vous allez chercher à faire dans le lotissement un parc urbain, ça ne l'arrange pas parce qu'il paie des lots. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Sinon, ça fait partie des outils de planification urbaine. Ça, je vous rassure, de tous les cas, quand on crée un pôle urbain, au finish, on fait des lotissements à l'intérieur. Mais au moins, c'est déjà cadré. C'est déjà cadré. C'est de ça qu'on parle. Le lotissement ne donne pas une vision globale. La personne qui demande à quelqu'un de faire un lotissement, il n'a pas de vision de développement. Lui, il veut créer des terrains à bâtir, à vendre. Et ces terrains à vendre,
c'est M. X qui le fait, M. Y qui va venir faire, M. Z va le faire. Ce n'est pas dans une cohérence totale. C'est de ça qu'on parle. Sinon, ça fait partie des outils de planification urbaine. Pardon, juste pour aller dans le sens du docteur, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, véritablement, nous devons aller à une politique d'aménagement du territoire, avoir une armature urbaine assez fournie, assez efficace pour le développement de l'ensemble du territoire. On ne peut pas tout concentrer sur Abidjan. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer de construire la Côte d'Ivoire en mettant 80% des investissements urbains sur Abidjan. Il faudrait que nous puissions décentraliser, délocaliser tous ces investissements urbains, déconcentrer vers des grandes villes. Et il faut que dans notre armature urbaine, nous ayons de très grandes villes. Au moins 4 ou 5 grandes villes qui puissent être des pôles régionaux, qui puissent capter les populations sur place, leur donner de l'activité, leur donner du bien-être. Voilà. Donc ça, c'est des options que nous sommes en train de regarder et pour lesquelles nous essayons de travailler pour l'instant. Voilà ce que je voulais dire. Merci, cher confrère Badier. Et donc, la parole est à monsieur. Je prends une première série de 5 questions. Vous vous présentez et vous posez la question. Bonsoir à tous. Je me nomme Sago Roméo. Ma question est la suivante. Quelles sont les caractéristiques d'un bon lotissement? Les caractéristiques d'un bon lotissement. Je vous remercie. Merci, monsieur Sago Roméo. Ensuite, monsieur. Bonsoir à tous les panélistes. Merci beaucoup pour tous ces enseignements très riches. Je suis Serge Ngoup, je suis journaliste, et notamment collaborateur du Compagnon du bâtiment et le journal de Archibat, que certainement beaucoup d'entre vous ont. Je voulais poser une question au docteur Kouadio. Oui. Vous avez parlé de concevoir autrement la ville en parlant de 2 types de projets. Mais je ne sais pas si j'ai mal pris des notes. Vous avez parlé seulement de la création de villes nouvelles. Quel était le 2e type de projet? Merci. D'accord. Merci, monsieur Serge Mo. Oui. Ok, merci. Je m'appelle Elienay. Je suis étudiant en architecture. Et merci pour tout ce qui est fait. Je suis vraiment content de me retrouver ici. Et j'aimerais intervenir sur 2 aspects si cela m'est permis. Tout à l'heure, le conférencier principal a fait sortir 2 projets qui ont été vraiment très bien appréciés. Moi aussi, je l'apprécie. Et ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que ces 2 projets s'intègrent à la ville existante, c'est-à-dire Abidjan, puisque déjà, cette ville a ses problèmes. Et les urbanistes, les architectes, tout le monde est en train de réfléchir à comment solutionner ces problèmes et comment éradiquer ces problèmes de sorte à ce que dans des années à venir, on ne parle plus de ces problèmes. Comment ces projets viennent s'intégrer de sorte à ce que ça aille ensemble. Et je veux revenir sur le thème, on a parlé d'aménager autrement la ville. Et aujourd'hui, je ne suis pas, si vous me permettez, je ne suis pas très fier de mes aînés architectes urbanistes africains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les grandes villes africaines qui sont un peu modernes, elles sont à l'image des villes européennes, américaines. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes africains, nous avons notre culture, nous avons notre mode de vie. Penser autrement à la ville ou aménager ne serait pas de créer ou bien de penser à avoir des villes qui sont vraiment purement africaines, de sorte à ce qu'on n'impose pas à des Africains un mode de vie venant d'ailleurs, parce que ça réussit ailleurs, mais penser à comment l'Africain vit, créer ces villes-là qui permettent à ces Africains en fait de pouvoir mieux vivre. Je me dis peut-être qu'on n'aurait pas à résoudre de tels problèmes, effectivement, et aller au-delà. On parle de peut-être penser, on parle d'aménager la ville autrement, et pourquoi ne pas aménager autrement le pays? Aujourd'hui, on est en train de parler d'Abidjan. Peut-être que dans 20 ans, on va parler des mêmes problèmes, mais dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Et si donc ces urbanistes, ces architectes s'assoient, on regarde la carte de la Côte d'Ivoire, on se dit, bon, pour le bien de notre pays, pour ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire,
voici un ensemble de programmes qui pourraient réussir sans trop décider à la place de la population, mais de sorte à ce que celui qui est peut-être dans une autre ville ou bien dans un village et qui a son terrain se dise, bon, j'ai mon terrain, mais selon ce qu'on a besoin, selon ce qu'on veut faire de ce pays, selon ce que voilà, l'État peut-être a décidé d'apporter pour le bien de tout le pays, voici ce que je peux faire avec mon terrain, voici ce que je ne peux pas faire. De sorte à ce qu'on ne se retrouve pas encore à résoudre de tels problèmes dans d'autres villes du pays. Pensez carrément voilà, à tout le pays, quoi. Voilà mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Quatrième question. Je vois le doigt d'une dame. Ah. Docteur. Merci Nassa. beaucoup. Docteur Tagro Marcel José, épouse Nassa, enseignante chercheure à l'université Félix Faure-Boigny, en même temps présidente fondatrice de l'ONG Action pour Ville Durable. En fait, c'est un thème de contribution. Par rapport à la catégorie d'acteurs que Dr Nda a donné dans la fabrication de la ville, dans la fabrication de la ville. Il a cité les architectes, les urbanistes et puis les ingénieurs. À cette catégorie, je souhaiterais aussi qu'on ajoute effectivement les enseignants, les sociologues, parce que l'espace, quel est le rapport des acteurs à l'espace? Comment les gens perçoivent l'espace? Et voilà. Et c'est leur rapport à l'espace qui donne ce fonctionnement de la ville que nous observons. Et donc, si on tient compte de ces catégories, de toutes ces catégories, si on forme une équipe pluridisciplinaire en termes d'aménagement, on pourrait quand même atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci, docteur. On a un doigt dans le fond. La cinquième question, la dernière. Oui. Bonsoir, chers tous. Je suis William Stapé, apprenant en sociologie urbaine. Alors, j'aimerais saluer l'intervention de l'ensemble des panélistes pour la pertinence des interventions qui a été apportée. Alors, j'ai deux préoccupations. J'aimerais commencer mon propos par la question du dernier panéliste, à savoir, permettez-moi, le docteur Quadio, la création de la ville nouvelle. J'aimerais savoir, cette ville nouvelle-là, quel est le contenu de cette ville nouvelle? Est-ce une ville qui porte la vision de l'État? Parce que quand on parle développement, on parle aménagement, ce sont des structures qui portent la vision de l'État. Est-ce une ville qui porte la vision de l'État ou les aspirations de la génération future, puisqu'on parle de ville nouvelle? Deuxièmement, j'aimerais aborder le point du premier panéliste, le DUT du Bénet, qui a parlé de la création d'un nouveau pôle urbain à vocation sportive au niveau du stade d'Ebimpe. Alors, moi, ma question, c'est de savoir quelles sont les stratégies de communication que la structure à laquelle vous appartenez, le Bénet, met en place pour inviter davantage la population à occuper cet espace-là. Parce que la vision, telle que vous l'avez déclinée, c'est d'emmener un tant soit peu une partie de la population à occuper cet espace-là. Alors que quand on prend un citoyen lambda, un jeune aujourd'hui qui intègre le milieu professionnel, il n'a pas tout de suite la volonté d'habiter des zones, je dirais, périphériques ou bien aux extrémités de la ville. Alors, qu'est-ce que le Bénet met en place comme stratégie de communication pour inviter davantage les citoyens à occuper les espaces qui sont destinés à être habités? Je vous remercie. Merci. C'était le cinquième et dernier intervenant de la première liste. Je vais commencer par le conférencier principal qui va répondre justement à ce dernier intervenant concernant la communication et les pôles urbains, comment ils s'intègrent dans la ville d'Abidjan. Alors, merci. Je voudrais déjà commencer par répondre à la question du lotissement. Oui. La première question, il a demandé qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'un bon lotissement. Je crois que M. Chinal avait déjà donné les grandes lignes d'un lotissement. Mais globalement, un lotissement doit s'inscrire d'abord dans une vision de développement urbain. Il ne faudrait pas que ce soit juste
un découpage parcellaire pour vendre de l'eau. C'est ça qui est. Ensuite, ça doit être conçu par des spécialistes, des experts, des professionnels, donc urbanistes, architectes, parce que le lotissement a pour vocation de construire des quartiers d'habitation. Donc, il faut ça. Et il faut qu'il y ait derrière ce lotissement un ensemble de choses, donc le financement, ceux qui vont financer, parce que ce qu'on constate en Côte d'Ivoire, c'est que c'est des lotissements qui ne sont pas viabilisés totalement, que les gens vont habiter. Donc ça, c'est un gros problème. Les gens habitent des endroits où ils ne peuvent pas ni avoir l'eau, ni le tracé, et les routes ne sont pas bonnes. Donc, il faut déjà, quand on conçoit son projet de lotissement, qu'on ait un ensemble de partenaires financiers pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce lotissement, l'application de ce lotissement. C'est mieux qu'après tout ça que, bon, on peut, dans le principe, vendre l'eau, mais le principe, c'est que on puisse faire intervenir des opérateurs immobiliers dans ces lotissements pour construire des zones d'habitat beaucoup plus modernes. Donc, voilà. Donc, il faut tous ces éléments pour faire un bon lotissement. Donc, deuxième question, je ne me rappelle pas, mais qu'est-ce que tu avais dit? Deuxième question, elle est liée à la stratégie de communication du BNET. Oui, ok. Sur le pôle, enfin la cité olympique. C'est ça. Bon, c'est un projet qui est en cours. Pour l'instant, nous ne sommes pas en phase d'achèvement de ce projet. Lorsque ce projet sera totalement achevé, on pourra communiquer autour de ce projet. Mais l'idée de ce projet, c'est de faire un aménagement et attirer des aménageurs, des opérateurs, des aménagements, des professionnels de l'aménagement qui vont venir concevoir, construire sur la base de cahiers de charges qui sera élaboré. Un cahier de charges doit permettre à tous les opérateurs de pouvoir venir bâtir en fonction des propositions qui seront faites. C'est-à-dire qu'il y aura des projets immobiliers, il y aura des ensembles, il y aura de l'administration, il y aura des hôpitaux, des hôtels, etc. Donc chacun, en fonction de sa spécialité, pourra venir faire sa proposition pour qu'il puisse réaliser ça. Donc, l'idée, c'est de faire intervenir des aménageurs. C'est lorsque ces aménageurs interviendront et qu'on aura bâti cette cité-là que, bon, tous ceux qui veulent y habiter pourront voir dans quelle mesure ils peuvent y habiter. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, il y aura, après la conception, l'étude, lorsque l'étude sera finalisée, présentée au gouvernement, on aura une phase de communication autour de cette étude. Il y a une question qui concernait l'intégration des pôles urbains dans la ville d'Abidjan. Oui, comme l'a dit le docteur Inda, dans la stratégie du Stuttgart, c'était de créer des villes dans la périphérie d'Abidjan. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure que le problème d'Abidjan, c'est la mauvaise répartition des zones d'habitat et des zones d'activité. L'embouteillage naît du fait de ce mouvement pendulaire qui a lieu le matin, tout le monde descend vers le sud, le soir, tout le monde remonte vers le nord ou l'est. Parce qu'on a développé des zones résidentielles dans la partie nord, dans la partie est, et l'activité économique, les emplois sont au centre et au sud. Donc, l'idée de créer ces villes nouvelles dans la périphérie, c'est de contrebalancer, y amener de l'activité. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'emploi qui attire les populations, c'est les activités qui attirent les populations. Créer ces villes nouvelles autour de certaines vocations économiques et contrebalancer cette prépondérance à venir vers le centre d'Abidjan. Donc les gens qui seront à la périphérie auront sur place toutes les activités. Donc créer ces villes avec les activités qui accompagnent normalement une ville, c'est-à-dire l'activité économique, l'habitat, le loisir, tout ce qu'il faut pour permettre aux populations de rester sur place, d'avoir tout sur place. C'est ça l'idée de créer ces villes-là à la périphérie d'Abidjan. Voilà ce que je voulais dire, si tu veux. Je voudrais embrancher là-dessus rapidement ce qu'il est en train de dire en propos du mouvement pendulaire. On se demande bien, depuis l'indépendance, le colon a créé le centre administratif qui est le plateau, et nous, les contemporains, on a été incapables de créer un second centre d'affaires. Ça, c'est déplorable. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. La zone d'Abata, dans les anciens plans d'urbanisme d'Abidjan,
avait été prévu pour recevoir un second centre d'affaires. Mais c'est de ça qu'on parle aussi, j'embranche là-dessus. Mais l'autorité a préféré faire un lotissement. Vous me comprenez? Dans la vision, le centre, là où Abata se trouve, avait été développé, devait être développé dans le plan directeur pour recevoir un second centre administratif. Voilà. Mais l'autorité a préféré faire un lotissement pour vendre de l'eau. Vous comprenez comment le lotissement nous tue? Non, c'est le mot. Vous comprenez? Moi, en tant qu'urbaniste, je ne suis pas pour le développement d'un lotissement à grande échelle. Je ne suis pas. Ce n'est pas possible. Le lotissement, c'est pour créer des petits ports. Maintenant, je passe sur ça. Avant de donner la parole à Dr Nda pour répondre aux préoccupations, le jeune architecte, élève architecte, a posé la question que les aînés n'ont pas pensé, ne pensent pas à la ville africaine. Bon, c'est ça, non? C'est ça, oui. La ville africaine, c'est quoi la ville africaine? Moi, je me pose tout le temps cette question. La ville africaine, c'est quoi? Une ville, c'est une ville. Maintenant, comment on la conçoit en prenant en compte nos manières de vivre? Je donne un exemple, peut-être qu'il va me contredire. Je ne pense pas qu'en Europe, on ait des marchés permanents comme on a le marché de Trashville. On ne l'a pas, c'est des supermarchés. Mais nous, dans notre conception, on crée des marchés. Parce qu'on a notre manière de vivre, où les femmes sont au marché de 8h jusqu'à 18h. Ok? Donc, il y a que vous voulez que dans la ville, on danse du bébé quelque part. Je crée. Voilà, la ville africaine, c'est quoi? C'est pour dire que toutes nos conceptions qu'on fait, on tient compte de nos réalités. Mais la ville est la ville. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais juste ajouter quelque chose de très important. Le constat que nous faisons dans nos quartiers, c'est qu'il y a des... Non, pas les funérailles. Il y a les mécanos. Il y a les mécanos, les mécaniciens qui utilisent les terrains vacants pour en faire des garages. Il y a les maquis. En général, on utilise une maison, on en fait un maquis. Moi, je pense que la conception de la ville africaine de demain, c'est de prendre en compte ces éléments-là. C'est de dire, dans notre conception, quand on fait nos plans, on doit avoir des espaces affectés au garage, affectés au maquis, qui sont bien organisés, qui ne sont pas comme ce que nous voyons aujourd'hui, où les maquis débordent sur la route, tu peux même pas circuler. Donc il faut, dans notre ville africaine, c'est ça notre conception de la ville africaine, prendre en compte ces éléments qui nous sont propres. Les intégrer dans nos aménagements. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau du Bénin avec le projet Songong Kassamblé. Dans Songong Kassamblé, nous avons identifié des zones que nous appelons les zones de vie, les espaces de vie, dans lesquels nous avons aménagé des lopins pour l'installation des garagistes, des menuisiers, des choses comme ça. Mais vraiment dans une organisation assez cohérente pour faciliter leur installation et éviter les débordements, les occupations anarchiques, etc. Donc je pense que c'est des éléments que nous devons prendre en compte dans notre conception de la ville. Merci. Je voulais juste continuer parce que moi je comprends le jaune et son intérêt et je comprends les réponses aussi, mais quand même, et là mon ami Badia ne va pas me contredire, dans la grande majorité des cas, on ne tient pas compte de ce genre de choses. Alors, je pars d'Abidjan, je vais dans les autres pays, comme ça ne vexe personne ici, mais quand on fait de la route à Dakar, on ne prend pas en compte les petits marchands pour pouvoir dimensionner, pour qu'on laisse les marchands. Ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est de virer tout le monde pour faire comme on a vu à Lausanne, à Genève ou je ne sais où. Et c'est là, effectivement, et moi, vous me rassurez, mes deux collègues me rassurent quand ils disent « Ah, les marchés, les vendeurs, on n'en a pas parlé, mais les garagistes et tout ». Et c'est ça qui fait, c'est l'usage même de la ville qui fait la spécificité et qui fait l'identité de la ville. Sauf qu'aujourd'hui, et là je vous rejoins, on a tendance
avec les grands bailleurs, avec les grandes normes internationales, avec les bureaux qui nous disent qu'une route c'est tant et ceci, et qu'il faut passer un bus, machin comme ça, puis que ça il faut virer parce que c'est pas très propre, eh bien on a tendance à gommer tout ça. Et je pense, et je suis rassuré de vous entendre, on doit faire le contraire. On doit prendre ces spécificités. On doit comprendre l'usage même que on a de la ville. On a, je dis on parce que j'ai vu qu'il y avait Côte d'Ivoire sous mon nom, donc je suis très fier de faire partie de la grande famille des urbanistes ivoiriens. Mais au-delà de la boutade, je pense que ça, et pour moi, ça c'est des éléments de projet. Ça c'est les éléments même, la base même du projet d'urbanisme, c'est de répondre à ces usages, ce qui me permet de, juste pour terminer, rebondir sur la question des sociologues. Forcément, on a été un peu rapide, mais on a besoin de juristes, d'économistes, de sociologues, d'ethnologues, d'anthropologues, d'ingénieurs, même d'architectes, parfois on aura besoin. On a besoin de tous ces gens pour faire la ville. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, et on l'a un peu dit ce matin en plaisantant entre le géographe qui faisait le diagnostic et l'urbaniste qui, lui, trouvait des solutions. Donc, il y en a un qui pose les questions et l'autre qui a les solutions. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est les résultats. Quand on a un anthropologue, quand on a un sociologue qui comprend bien comment on fait, c'est cette transposition spatiale qu'on a entre le résultat qu'on aurait dans les sciences sociales et finalement la ville elle-même et sa spatialité. Parce qu'à la fin du jour, on doit poser un tuyau, on doit mettre une bordure de trottoir, on doit faire ceci, cela. Et cette transposition-là, elle est extrêmement difficile à faire et on est complètement en déficit par rapport à ça. Et donc là, ça ouvre un champ d'investigation parce que moi, ma grande frustration, et les 40 ans de recherche urbaine, elle a été quand même, bon, c'est normal parce que c'est une tradition qui nous vient de la France, mais elle a été quand même plutôt axée sur les sciences humaines et les sciences sociales, plutôt que les sciences de l'ingénieur. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, c'est bon, on a eu assez de sociologues, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vous embête un peu expressément. Mais c'est de dire, voilà, ça veut dire qu'on a toute cette connaissance, on a étudié pendant des années, on a toutes ces choses-là, mais la transposition spatiale de ces résultats, ça, on est totalement démunis. Et la proposition, là derrière, pour rejoindre aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est justement de repartir de ces usages et de dimensionner la ville en fonction des usages qu'on en a. Et si vous avez des petits marchands ambulants, si vous avez des garages, si vous avez des mamans qui vont au marché, ben, il faut aménager la ville pour qu'elles continuent à faire ce qu'elles font habituellement. Et c'est ça qui fera, non pas la ville africaine, mais une ville africaine. Merci Chenal. Je vais laisser le docteur répondre aux questions qui lui ont été posées. Bon, même celles qui ne me sont pas posées, je peux contribuer. Oui, absolument, absolument. Mais qu'est-ce qu'un bon lotissement? Je crois que c'est une bonne question, étant donné que le lotissement n'est pas un objet de discussion, c'est un acte d'urbaniste. Mais pour moi, M. Badi a donné tout ce qu'il faut au niveau technique. Mais un bon lotissement, pour moi, ce n'est pas le dessin. C'est le quartier qui est vécu. C'est à la fin qu'on juge s'il est bon ou bien s'il n'est pas bon. Parce qu'il y a des critères pour juger d'un bon projet d'urbanisme, et puis il y a la mise en œuvre. Et donc, il faut tous se dire que c'est pour les hommes qu'on construit l'espace. Que ce soit l'architecte, l'urbaniste, ce sont des métiers dont la responsabilité est de construire l'espace pour les hommes. Ce n'est pas des espaces artificiels. C'est pour ça qu'on parle de qualité de la vie, de confort dans un lotissement. Je prends un exemple aujourd'hui, effectivement, mon frère Alexandre a raison. Mais il y a des quartiers où, quand vous allez rendre visite à quelqu'un, vous garez votre voiture donc le long de la voie, puisque vous ne pouvez pas la garer comme ça empêche les autres voitures de passer. Donc l'emprise de la voie, c'est réglementé. Je sais que c'est réglementé par l'administration. Mais il y a des voies de 8 mètres, il y a des voies de 7 mètres. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'un bon lotissement doit être suivi et contrôlé par les professionnels. Sinon, le résultat est mauvais.
Et ça donne ce que M. Badi a dit, en gros, en fait, c'est la quête de logement, de dortoir, c'est tout. Ce ne sont pas vraiment des projets d'habitat au sens proprement parlé. Je crois que vous attirez l'attention du ministère là-dessus. Ce sont des bombes à retardement. C'est-à-dire ce quartier où les gens se précipitent aujourd'hui, demain, ça sera des ghettos. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dedans. Il y en a à Bassam, il y a tout ce qui est dans du domaine du côté de Bergerville. Moi-même, je ne connais plus Abidjan parce que tous ces quartiers font partie d'Abidjan maintenant. Alors qu'à notre temps, Abidjan, c'était Adjamé, Treichville et puis le plateau. Bon. Alors, pour monsieur qui a demandé les deux types de projets auxquels j'ai fait référence, effectivement, j'appelle, je suscite auprès du BNET, auprès des urbanistes architectes, qu'il y ait des recherches et des travaux pour des villes nouvelles. Ça, on n'a pas cette expérience, on doit la construire avec nos partenaires extérieurs. Le deuxième cas de projet, c'est ce que je crois que le modérateur l'a dit, c'est quelle est l'intervention des professionnels sur les villes existantes. C'est le cas typique d'Abidjan. Abidjan a échappé aux professionnels depuis que l'État a laissé le foncier aux mains des collectivités coutumières. Et donc, c'est ce qui arrive. Chacun dit, bon, ça, c'est ma terre, je fais ce que j'en veux. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Et pour parler de la ville africaine, je crois que la question est mal posée. Effectivement, une ville, c'est un système urbain qui fonctionne en équilibre territoire, population et économie. C'est cet équilibre-là qui fait la qualité de la vie. S'il y a plus d'habitants que le territoire, ou moins d'emplois que de population, la ville ne peut pas fonctionner. Donc, il faut revenir aux fondamentaux de l'aménagement du territoire. Une agglomération, c'est un équilibre entre le gisement d'emploi, la superficie, donc il faut donner une limite forcément à la ville, et la population. Ça c'est très important. Alors, je ne sais pas quelle autre question. Alors, Madame la sociologue, je crois que M. Chénal a répondu. On ne peut pas se passer de sociologue. Tout à l'heure, le jeune a posé la question, la ville africaine, et on a dit c'est quoi? Mais ça, c'est la contribution des sociologues. Quels sont les modes de vie? On en a eu quelques exemples, les baptêmes dans les rues. Bon, on est dans des zones dites tropicales ou équatoriales, il n'y a pas l'alternance des saisons hiver-été. On vit à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. On a des activités collectives qu'on ne trouve pas en Europe. Les baptêmes, les funérailles, par exemple, qui sont très importantes, les obsèques, les mariages et tout. Et donc, il y a un projet à Ouagadougou qui est de référence, qui est l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. C'est un projet fait par des urbanistes, d'ailleurs, de l'IAMO, on est fiers de ça. C'est la première fois que pour une voirie urbaine, je crois que c'est 2 fois 2 voies, les urbanistes ont prévu des échancrues, des espaces où on peut mettre des cafés, garer des motos et dégager la voie pour que la voie continue de fonctionner pendant que ces activités collatérales se développent. Et je vous assure, bon, je ne sais pas comment c'est maintenant, au début c'était très agréable, aller prendre un café sur l'avenue Kwame Nkrumah, c'était autant une artère principale qu'une rue commerçante. Je pense que c'est des choses qu'on peut retenir. Ça, c'est très important. Merci, monsieur, d'avoir posé la question sur la ville africaine, mais retenez d'abord que la ville, c'est un système qui fonctionne. Et puis, sa dimension, la dimension africaine de la ville, c'est la fonction habitat, le mode d'habiter. Comment on habite? Est-ce que les parcelles de 400 mètres carrés, identiques pour tout le monde, sans espace public, est-ce que ça correspond à nos modes de vie? Non. Parce que même si nous sommes dans des pavillons, nos enfants sortent pour aller jouer au football ensemble, etc. Et notre frère, le journaliste, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Je pense que tu as passé en revue l'ensemble des questions. Il a dit deux. J'ai dit le premier type, c'est les villes nouvelles. Le deuxième, c'est intervenir sur les villes existantes. Est-ce que ça répond à votre question?
Voilà. D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... Bon, comment diffuser les leçons d'Abidjan sur le reste du territoire? Je crois que ça aussi, c'est une mission. Nous avons de riches leçons de la croissance urbaine, territoriale, démographique, économique de la ville d'Abidjan. On peut en tirer des leçons pour des villes moyennes. Il fut un temps où le ministère de l'Urbanisme, avec M. Michel Arnaud, je ne sais pas s'il est encore vivant, on avait fait tout un séminaire sur la prise en charge de, non plus des villes capitales régionales, mais des villes moyennes et petites. Pour tirer les leçons des villes capitales, pour les porter dans les villes moyennes et petites. À l'époque, je travaillais à Daloa. Je pense qu'il y a un riche jugement, il y avait tout intervenu. Yangoran Bois était sociologue, il faisait partie du groupe d'experts. Nous étions encore des jeunes experts, il y avait tous les anciens qui sont maintenant avec le Seigneur. Et je pense qu'on a une riche capitale d'expertise et de connaissances sur notre pays. Je ne sais pas où c'est archivé, je suis désolé, mais je crois que c'est au ministère, on me dit non, au bled, on me dit non, je ne sais pas où c'est archivé. À l'université. Voilà. Comment? Et il n'y a rien qui a été sauvegardé. Vraiment, c'est dommage parce qu'on est toujours en train de recommencer à parler des mêmes choses alors qu'on en a parlé il y a 30 ans. Voilà. Je pense qu'il faut reconstituer cette connaissance et cette expertise et faire bénéficier les autres villes qui ne sont pas encore atteintes cet état de développement. Merci. Merci, docteur. Nous allons prendre 3 derniers intervenants. Le directeur du comité scientifique, il va dire un mot. Les prochains intervenants, oui, bien sûr, tu fais partie. Et voilà, le vice-président et le président de l'ordre. Oui, je pense qu'il y a un tout dernier intervenant qui est de l'autre côté. Donc 4 personnes et on clôt le panel. Merci. Je voulais féliciter tout le monde. Je m'excuse, je n'ai pas suivi le début. Mais c'est une interrogation, peut-être une contribution. Je pense que quand on dit aménager la ville autrement, ça veut dire qu'il faut faire un état des lieux. Il y a des erreurs qui ont été commises, il ne faut plus qu'on aille sur cette voie. Je vais donner quelques exemples. Il doit y avoir près de 25 ans, la route de Benjerville a été faite comme une route de rase campagne. Une voie inachevée, il n'y a pas eu d'études. Aujourd'hui, on vit la première erreur. On doit revoir. Ce sont des choses qu'on ne doit plus répéter. Nouvelle zone industrielle. De Yopougon qui pose déjà d'énormes problèmes d'embouteillage. Si, moi je viens de choses il n'y a pas longtemps. Hein? Ok. Mais l'erreur, c'est quoi? La zone industrielle a été conçue sans tenir compte des ouvriers qui vont travailler là. Il n'y a pas d'habitat autour. Ce sont des choses qu'on ne doit plus refaire. Maintenant, la politique du logement. Ailleurs, on dit, ce sont les Belges qui disent ça et c'est vrai, la politique du logement, c'est une politique lente. Elle ne doit pas être rapide. On n'envoie pas à un lieu des milliers de nouveaux usagers qui ont déjà leur habitude de vie ailleurs, déversent sur un terrain parce que, bon, on veut avoir un certain nombre de logements qu'on aura construits pour faire un bilan. Ça, c'est dangereux. Benjerville, Songon, la route de Bassam. Aujourd'hui, la route de Bassam est en train de devenir une voie urbaine. Mais on regarde faire. On parle de villes nouvelles. Mais à quel moment on se réveille pour faire les villes nouvelles? Or, Benjerville est un petit noyau ancien, mais qui devient une ville nouvelle dans sa périphérie. Mais on ne regarde pas. Alors, posez-nous des questions. Pourquoi on ne répète plus cela? Aménager la ville autrement, je pense, c'est penser ce qui est fait, voir les erreurs, pour que demain, on ne continue plus. Et je demande pardon à tout le monde, à nos techniciens, d'arrêter de rêver.
Parce que la ville est en train de mourir. Je me demande où on aura les sites pour pouvoir faire les villes nouvelles dont on parle. Même l'endroit dont on parlait tout à l'heure, il y a le stade de l'UMBMP, mais on veut créer une zone de bon standing à cet endroit, mais en même temps, l'espace est en train d'être fixé par un habitat populaire en deux traits. Moi, je ne peux pas aller faire une belle maison à MBMP, puis je vais traverser tout. Il faut qu'on mène une réflexion. C'est une contribution, hein, qu'on puisse vraiment être réaliste. Hein, je m'excuse. Hein. Ok, merci. Merci, VP. Oui, le dernier intervenant. Allô? Oui. Vous avez la parole, oui. Merci beaucoup. Je suis professeur Nassa, Institut de géographie tropicale à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Là où moi je voulais intervenir, j'ai vu un peu la thématique, et sur cette thématique, on dit aménager la ville autrement. Vaste programme. Je dirais, on aménage la ville pour qui? Et avec quel levier aménageons-nous la ville? Quand on regarde que l'État lui-même est à la fois aménageur et fossoyeur de son aménagement. Aménageons-nous la ville pour qui? Nous avons les jeunes qui sont là et qui aujourd'hui sont... c'est à eux appartient la ville. Ce n'est pas à nous que la ville appartient. Nous avons tous ces espaces agricoles qui existent à la périphérie de la ville. On doit manger quand on vit en ville. On doit manger frais. On doit manger bio quand on vit en ville. Mais aujourd'hui, je prends un exemple tout bête. Quand on regarde notre attiqué traditionnel, le manioc vient d'où? Il vient d'Aboisseau. Pour venir... Non, même pas Bergerville. Bergerville, tous les espaces sont déjà lotis. On est déjà au niveau de la lagune. Benoît même, Abidjan est arrivé à Benoît. On a parlé de conurbation au niveau de Benoît. Benoît Abidjan est déjà Abidjan. Mais ça pour dire simplement que ça, c'est un des problèmes majeurs qui fait aujourd'hui que la ville d'Abidjan est en train de mourir sous nos yeux. Et nous avons tous échoué à ce niveau-là. Deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que la ville d'Abidjan a été pensée, mais aujourd'hui, la ville qui se construit aujourd'hui à la périphérie, c'est-à-dire à cette 5e couronne, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette 5e couronne n'est pas rattachée au centre qu'est la première couronne sur laquelle était fondée la ville. On connaît Trècheville, qui représentait l'identité de ce que était l'urbain de 1960. Mais aujourd'hui, quelle est l'identité de l'urbain que nous voyons aujourd'hui et que nous pratiquons de 2020 et de 2021? Les jeunes qui sont là, je ne sais pas quel sera leur mode de vie, quel sera leur cadre de vie de demain. Bientôt, on ne développe pas le transport, je dirais, on ne développe pas le transport de grande vitesse et tout. Peut-être même, on ne dispose même pas de foncier pour faire ces aménagements futurs, ces projections futures, puisque le foncier appartient au privé. Qui bâtit la ville? C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons tous échoué. Je vous remercie. Merci, docteur. Professeur, s'il vous plaît. Oui. Professeur. Oui, merci, professeur. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, je vais passer la parole au président de l'ordre. DG, tu vas conclure? Je parle avant. Le président va conclure. D'accord. Non, toi, tu vas conclure. Le président, toi, tu conclus. Tu es le président du comité scientifique. Il parle à dernier.
président du comité scientifique, tu vas conclure. Bien, merci. Les contributions qui ont été faites sont très enrichissantes. Et je crois qu'il va falloir avoir la capacité finale de synthétiser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, faites. Moi, je voudrais m'appuyer un peu sur la partie, je pourrais dire, de mon expérience professionnelle. J'ai commencé à travailler en 84, et je dois dire que lorsque je suis arrivé, on était encore rempli de, comme on dit, de connaissances théoriques. Et puis, la pratique m'a permis de corriger un certain nombre de choses. Je comprenais très mal au début l'apport de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie au développement urbain dans lequel on situe aujourd'hui le débat. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que tout ce qui était dit sciences humaines par rapport à ce qui est sciences pratiques et autres, il y avait une marge, mais en réalité, il y a une complémentarité extraordinaire. Et il faut aujourd'hui revenir, en ce qui nous concerne ici, à une relecture de ce format, c'est-à-dire depuis la formation jusqu'à la pratique, essayer de trouver une nouvelle formule d'application de nos connaissances. Et si on entre dans ce schéma, on va pouvoir apporter un certain nombre de correctifs. Et il est très important que nous allions vers un correctif de ce qui se passe. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler, il y avait une phrase qui m'avait frappé, mais qui aujourd'hui est véritablement d'actualité. C'était le président Oufoué qui disait « La route précède le développement ». Et quand vous regardez Abidjan, en 84, on avait les schémas directeurs Horizon 2000 qui se mettaient en place. Il y avait ce qu'on appelait la Y4, qui est le boulevard périphérique intérieur de la ville d'Abidjan. Où est-ce qu'on en est? On a commencé à partir de 2017-2018 à matérialiser physiquement cette Y4, qui, si elle avait été faite depuis, aurait résolu énormément de déplacements à travers la ville d'Abidjan. On ne l'a pas faite. Maintenant, on est en train de rattraper. Malheureusement, à certains endroits, cette Y4 n'a plus l'emprise qu'elle devait être. Donc, on aura encore d'autres difficultés. Quand vous prenez Paris, il y avait le boulevard périphérique, mais il y a une deuxième ceinture qui s'est mise en place, suffisamment tôt pour relier toutes les communes périphériques et autres. Vous prenez Pékin, je crois qu'ils ont 7 boulevards périphériques, concentriques et autres. Et ce sont des très grandes villes, malgré les embouteillages, malgré les véhicules, on circule assez facilement. Abidjan a moins de 10e de cette population et il est quasiment devenu impossible de se déplacer. Bingerville s'étend. Certaines personnes, je crois ce matin, ont parlé de 4 heures de déplacement entre Yopougon et Bingerville. Ça, c'est encore le bon jour, parce que je pense qu'il y a certains jours, c'est pire. Le vice-président pourra vous donner quelques exemples précis, parce que lui, il le vit quotidiennement. Mais comment est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir ça en sachant que nous avons fait de Bingerville zone d'habitation, de logement. Vous avez des zones industrielles que vous développez du côté de Yopougon, autoroute du Nord, Atengue et ainsi de suite. Et c'est là-bas que se trouvent les emplois. C'est à Vuidi, à Port-Boué que se trouvent les emplois. C'est encore au plateau qu'il y a encore les emplois. Et puis vous voulez qu'il n'y ait pas ce problème de déplacement, de mobilité, mais ça va être pire. Parce qu'on continue toujours à grandir dans cette périphérie et on ne cherche pas à résoudre. Le conseiller spécial Kwame a dit tout à l'heure qu'il avait été prévu du côté de Abata, Bingerville, une zone, un second pôle et autres, qui n'existe plus. Mais c'était quand même 500 hectares, je crois, qui étaient prévus. On aurait résolu le problème de tous ceux qui habitent aujourd'hui à Bingerville, en grande partie. Et on continue. Et donc, il va falloir un moment s'arrêter. Et si on ne s'arrête pas, on va être en train de rattraper de manière infinie le retard que nous sommes en train de faire, d'avoir. Pour passer à un autre sujet d'intervention, pour ne pas également monopoliser trop longtemps la parole, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est intervenu sur trouver un nouveau format d'aménagement en matière d'urbanisme et tout ça. On parle de plus en plus d'architecture vernaculaire. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas également de bâti vernaculaire en matière urbaine? Nous avons nos réalités. On parlait d'un marché.
Nous, on fait des marchés quotidiennement. Pourquoi? Parce que dans nos cultures ou dans nos villages, on n'avait pas de frigo, on n'avait rien. Donc, on a une manière d'acquérir nos condiments quasiment au jour le jour ou bien à 2 jours près. Au supermarché, on a les conserves, on a les congélateurs et ainsi de suite dans notre maison. Donc aujourd'hui, on est en train de faire une transposition en milieu urbain, mais ceux qui vont au supermarché ne sont pas ceux qui vont au marché. Et ceux qui vont au marché quotidiennement, on fait le marché du jour, on mange frais, on mange bio, et au supermarché, on mange conserve, on mange congelé, et ainsi de suite. Donc il y a une adaptation dans laquelle nous devons nous inscrire également. Comment est-ce que cette grande partie de la population, qui a ses habitudes, ses usages et autres, doivent avoir également un environnement qui correspond à leurs attentes. Donc, ce que moi j'espère que nous allons pouvoir tirer à la fin de ces différents échanges, c'est d'arriver à un format nouveau de réflexion. Il faut qu'on se donne, nous aussi, un nouveau modèle, pas seulement sur la ville d'Abidjan, mais sur toutes nos autres villes de l'intérieur qui encore échappent à cette situation. Et leur donner les différentes bases, ou comme on dit en architecture, les bonnes fondations, afin d'avoir demain une ville qui s'adapte à nos réalités. Voilà ma petite contribution que je voulais faire à cet échange. Merci. Merci, cher Président. Je passe la parole au Dr Mbra. Non, il va faire une contribution. Voilà, il fait une contribution et je vais faire un dernier tour d'étape. Oui, le président du comité scientifique voudrait juste prendre la parole en tant que participant à ce débat, mais pas pour faire la synthèse de la journée. Nous avons convenu d'accord parti que les synthèses se feront le lendemain, juste pour permettre à ce que la nuit puisse porter conseil. Et comme quelqu'un disait sagement, celle qui porte conseil, c'est bien entendu l'épouse. Donc on va consulter la dame qui fait le rapportage et son collègue pour pouvoir venir demain matin avec une synthèse un peu plus cohérente. Mais je voulais contribuer quand même à ce débat qui me passionne. Toutes les interventions sont d'une grande valeur et je voulais revenir simplement à l'interpellation que vous avez faite sur la notion de marché. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, c'était les Journées mondiales de l'architecture et nous aussi, nous avons profité pour organiser, quelques semaines après, notre première soutenance de nos diplômés et nous avons invité quelqu'un qui connaît bien la Côte d'Ivoire, mais probablement par attachement. Monsieur Dessus, que nous avons invité, Denis Dessus était architecte. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est dit, la première chose que je vais faire, c'est de retourner voir le marché de Treichville. Parce qu'il y a 30 ans, quand j'étais étudiant architecte, j'ai visité la première fois la Côte d'Ivoire et ça m'a marqué. Donc ça veut dire que nous-mêmes, dans la vision de notre aménagement, de notre cité, il y a des points de repère culturels que ceux qui nous connaissent aimeraient. La première fois où j'ai visité, bien entendu, le Maroc, j'ai été attiré par le souk de Marrakech. Donc ce souk-là, il est permanent. C'est pour ça que la notion de permanence aussi, pour nous, d'avoir un marché, doit être intégrée. Dans la modernité, on retrouve aussi cette notion qui est un peu différente. On ferme les marchés de nuit. Mais vous avez vu se développer aussi la notion de marché de nuit. À chaque grand carrefour comme Rivera 2, à Yopougon, partout, on profite de l'éclairage urbain et de l'espace qui a été libéré la nuit pour créer encore des activités. Donc, dans nos projets d'aménagement, il est également question de retrouver ce type d'éléments nouveaux. Ce qui nous fait penser que l'aménagement de la ville que nous souhaitons, surtout pour les générations futures, va se faire avec des tendances que nous ignorons du fait que nous n'avons pas encore commencé à revisiter nos recherches et nos études. Je voulais aussi faire un clin d'œil. Avant, quand on vous confie la mission d'animer le côté scientifique, vous essayez de regarder quels sont les points faibles. La ville nouvelle aujourd'hui, ou la ville que nous voulons, la fabrique de la ville que nous voulons, il y a un élément clé, c'est de mettre en adéquation les besoins et les ressources. Les besoins sont alimentés par, bien entendu, les besoins individuels. Les ressources, quelles sont-elles? Il y a la ressource naturelle, environnementale, la terre, la première richesse, ensuite l'eau et l'énergie. Donc j'ai passé mon temps à discuter avec les experts, à aller les rencontrer, même s'ils ne pouvaient pas venir pour refléter leurs pensées. Là, hier, en discutant avec le directeur général adjoint de la CIE et son équipe, ils m'ont dit, écoutez, aujourd'hui, on nous a fait une convention qui a été étendue de 13 ans ou de 12 ans,
Et dans notre cahier des charges, il y a une trajectoire où un certain nombre d'indicateurs doivent être vérifiés. La satisfaction des clients ou des consommateurs de l'électricité. Mais comme la ville se développe à une vitesse qui échappe à tout le monde, les quartiers périphériques, on doit leur apporter de l'électricité. Et l'électricité, contrairement à ce qu'a dit M. Yala ce matin, de la SODECI, l'eau part du point haut vers le point bas, et à la fin de la journée, c'est le point bas qui a plus d'eau, et le point haut en manque. Pour l'électricité, c'est le contraire. Là où on part, à la fin, il en manque. Donc la tension est très faible. Donc les plaintes vont toujours venir. Si nous ne tenons pas compte du fait que dans la fabrique de la ville, il va falloir penser l'utilisation des trois ressources. Comment les gérer efficacement? Gérer efficacement l'énergie, sans cela, on ne peut même pas se déplacer, on ne peut pas s'éclairer, on ne peut pas produire. Donc l'énergie doit être présente partout, même pour des questions simplement de sécurité. Ensuite, l'eau, c'est la denrée la plus importante aujourd'hui. Le Canada, que je connais un peu bien, détient peut-être 16% des réserves en eau douce mondiale, et son voisin immédiat, les États-Unis, qui sont proches du Canada, ont envie de créer une guerre économique ou une guerre civile pour mettre la main sur l'eau. Donc l'eau serait encore notre défi de demain. Mais si nous avons la chance d'avoir une nappe qui a des milliards de mètres cubes à 150 mètres, et que nous ne faisons rien dans notre planification stratégique, BNET, ministère, etc., pour voir comment les nouvelles technologies peuvent être mises à contribution pour pouvoir préserver cette ressource, la prendre, et nous allons emprunter l'eau maintenant à Beaunois, etc. Avec un risque que dans le transfert, on en perd beaucoup. Donc, je pose aussi cette question. Quand on dit aménagement urbain durable, on pense aussi à l'agriculture urbaine. Oufo-Boigny nous a dit, le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Et moi, j'ai enlevé un petit mot dedans, un petit bout dedans, pour dire, le développement de ce pays repose sur la culture, sur l'architecture. Donc, si ça repose sur la culture, nous devons être conscients des valeurs culturelles que nous voulons impulser, amener dans ce débat pour permettre effectivement à ce que la ville de demain puisse être résiliente, inclusive et donner la possibilité de développement économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons mettre fin à ce panel, mais avant, nous allons permettre aux panélistes de donner leur mot de fin. Je commence par le docteur Mbra, le docteur Nda. Oui. Non, moi, je suis très content que ce panel ait été mis en place. Nous avons essayé de toucher les points. Ce n'est pas un panel universitaire, conférence internationale, c'est un panel de la réalité. Je suis surtout content que le BNET aussi se tourne vers les questions qui ne sont pas seulement les grandes commandes et tout, mais de la réalité. Vous savez que dans tous les pays qui sont comme les nôtres, il y a le rapport 20-80. 80% sont dans les formels, 20% sont dans le formel. Donc, toutes les planifications qu'on fait là, c'est pour le secteur formel. Et les 80%, hein, ceux qui font les garages sur les terrains vacants, ce sont les citoyens. Et dans notre Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi, mais aussi devant le service public. Les gens peuvent même se plaindre, c'est-à-dire c'est parce qu'on n'a pas encore un système social organisé. Sinon, tout cela, s'ils viennent visiter la rivière à Golfe, ils peuvent se plaindre pour dire, mais pourquoi nous, on n'a pas d'eau? On paye aussi, on vote. Voilà. Donc, je suis content, mais je souhaite, comme a dit le président Abon, que ce débat ne s'arrête pas là maintenant. Voilà. Nous avons parlé du rôle des professionnels. Bon, nous sommes des professionnels. Il y a des urbanistes, des architectes. Les sociologues aussi sont des professionnels. Hein, on les met souvent dans l'université et tout. Mais ce sont des professionnels qui participent à des bureaux d'études, à des projets. Nous, les architectes, il faut qu'on prenne notre part et qu'on commence. Et puis, là où il y a les jonctions avec les urbanistes, les sociologues, mais ça va se définir et puis on va constituer l'équipe de projet. Mais les équipes de projet ne travaillent pas forcément sur la commande. Ça peut être sur l'intuition qui donnera des commandes plus tard. Donc vraiment, je félicite notre modérateur. Alors, je dis quelque chose d'important parce que même notre modérateur, bien avant cette conférence, a déjà pris de l'avance. Vous savez, dans nos villes, il y a ce qu'on appelle les CAS. Les CAS, je ne sais pas quel est l'autre nom,
où on va acheter les pièces. Il y en a partout. Il y en a un certain nombre dans la ville d'Abidjan. Ils ne sont pas intégrés au schéma directeur. Mais comme a dit le DG, si on doit intégrer les modes de vie, des faits culturels, les CAS sont des équipements urbains dans les villes africaines. Il faut donc leur réserver un territoire, équiper ce territoire, organiser le flux des déchets selon, comme on dit, l'économie circulaire, le recyclage. Ça, M. Karaboko a fait une publication en Europe là-dessus. Je crois qu'il faut l'adresser aussi aux collègues pour qu'ils voient qu'il y a une autre manière de voir la ville. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci docteur. Effectivement, nous avons fait une publication sur l'aménagement des CAS, l'aménagement durable des CAS d'Abidjan, qui a été publiée aux éditions de l'Union européenne. Et cette publication a été éditée en 2019. Et donc très prochainement, nous allons peut-être réaliser une dédicace et ouvrir un débat autour de cette question-là. Docteur Jérôme, je te laisse la parole pour ton dernier mot. Alors, peut-être tout d'abord un très très grand merci, sincèrement. J'étais très heureux d'être ici et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à parler. On a clairement débordé, donc ça montre que le débat était utile. Deuxième chose, pour moi, j'ai appris beaucoup. Donc ça, je suis très content parce qu'en fait, on fait venir des conférenciers, des panélistes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des choses. Et grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Troisième chose, un enseignement, c'est peut-être qu'il ne faut pas mettre 4 panélistes qui aiment trop parler dans la même pièce. On est peut-être trop nombreux. Voilà, ça c'est pour la petite boutade. Une mise en garde. On a beaucoup parlé des professionnels, mais quand même, il y a des bons et des mauvais médecins. Il y a des bons et des mauvais architectes. Il y a des bons et des mauvais électriciens. Donc ça nous donne peut-être une qualité moyenne supérieure parce qu'il y a des professionnels. Ça ne veut pas encore dire que c'est la panacée. Il y a des très très mauvais professionnels aussi. Donc, tous les jeunes là, remettez l'ouvrage sur le métier, c'est extrêmement important. Et puis peut-être un vœu, puisque il y a des idées qui sont sorties, et peut-être là, je saisis l'ordre des architectes, on a aujourd'hui des possibilités de webinars, de choses en ligne, de choses comme ça, et donc je souhaiterais que vous puissiez continuer à ce genre de formule, peut-être en ligne, peut-être comme ça, les gens peuvent se connecter depuis beaucoup plus loin, et puis de continuer les discussions parce qu'elles étaient extrêmement riches, et je trouve un petit peu frustrant pour ma part de devoir m'arrêter et de devoir donner le micro à mon voisin. Merci beaucoup. Ok, merci modérateur. J'ai eu plaisir à participer à ce panel. Il y a, disons, une situation, pas une situation, une idée qui m'a traversé tout à l'heure. Cette thématique, aménager, c'est ça, aménager la ville autrement. Je crois qu'on ne va pas s'arrêter là. Effectivement, il faut sortir ça. Et moi, je vais m'approcher de mon aîné vice-président de l'ordre, étant à côté du ministre, pour que nous fassions de ça une thématique où peut-être un jour, on invite les professionnels, et puis on débat. Et là, c'est au-delà de 2 heures. Voilà, pour avoir des inputs, pour pouvoir préparer l'aménagement de nos villes. Parce qu'il n'y a pas cela. Il n'y a pas cela. C'est pourquoi je dis toujours, le schéma directeur d'urbanisme ne règle pas tout. Ne règle pas tout. Donc il faut d'autres réflexions qui accompagnent ce schéma. C'est vrai, c'est le premier outil qui cadre les choses, mais ça ne règle pas tout. Et donc, cher aîné, il faudrait qu'on se l'approprie et puis on va voir comment on va lancer un débat, une journée, par exemple, une journée comme ça du ministère pour la réflexion. Et puis, parce que pour moi, c'est tellement essentiel que ça ne doit pas rester comme ça. Aménager la ville autrement. Merci. Okay, oui. Je termine. Oui, effectivement, le conférencier principal. Ok, je voudrais d'abord remercier le Conseil national de l'ordre des architectes de m'avoir invité à ce panel-là. Vraiment, merci beaucoup.
Et je voulais dire au professeur Nassar que nous n'avons pas échoué. Il y a encore de l'espoir. S'il a lu le comité du Conseil des ministres hier, il y a eu une décision importante qui a été prise, c'est que nous passons maintenant à la rénovation urbaine. C'est important. On a parlé beaucoup aujourd'hui de la ville périphérique. On n'a pas parlé des quartiers anciens qui sont en train de pourrir dans Abidjan. Biafra, Cocody Centre, Adjamé, Saint-Michel. Il faut commencer à y travailler. On gagnera à transformer la ville d'Abidjan en pensant à la rénovation urbaine, au renouvellement urbain. Et c'est une décision importante qui a été prise hier au Conseil des ministres et qui demande maintenant que des opérateurs puissent négocier avec l'État dans le cadre du PPP. Donc c'est une opportunité pour les architectes, pour les urbanistes, de pouvoir travailler sur le renouvellement. Donc je veux dire, il y a de l'espoir pour que d'Abidjan comme souhaite. Vraiment, merci beaucoup. Et comme l'a dit L'aîné, dans le cadre d'autres conférences, on pourra participer et présenter nos opinions. Merci beaucoup. Merci, conférencier. C'est sur ces quelques paroles que je mets fin à ce panel. Merci à tous. Merci aux panélistes.